É um prazer recebê-los dentro de um programa que é um dos mais importantes do museu, que é o Mar na Academia, que estabelece relação e parceria com as universidades da cidade e do estado do Rio de Janeiro, dentro de um programa que temos desenvolvido já desde a abertura do museu, desde 2011, algumas atividades, em parceria com alguns professores, como o professor Tadeu Capistrano, que também organiza esse ciclo de conferências, esse curso. E temos o prazer de recebê-los aqui para o curso Espectro Cinematográfico, em parceria com o PPGAV, que tem sido um forte companheiro das atividades no Mar, né, com todos os seus professores. Também agradecer a parceria do Consulado França, da Fundação Roberto Marinho, que são agentes fundamentais para a realização do programa. Agradecer mais uma vez a presença de vocês e nos vemos até novembro, sempre às terças-feiras. Obrigada. Chamo o professor Tadeu Capistrano. Bom, gente, desculpas pela demora, mas houve um problema, de ultralotação. Agradeço a presença de vocês, a gente não pode demorar mais. Chamo o Felipe Alain de volta, o Felipe Alain Michaud de volta aqui, né, que já nos visitou no ano passado com o nosso encontro sobre Aby Warburg. Gostaria imensamente de agradecer a presença de vocês, imensamente de agradecer o PPGAV, o Museu de Arte do Rio, através da Escola do Olhar, né, através dessa parceria é possível realizar um evento com essa envergadura, né, com esses pesquisadores, né, e isso já está sendo planejado há muito tempo com a Escola do Olhar, e gostaria imensamente de agradecer, né, especialmente a Janaína Mello, né, que é a gerente de educação aqui da Escola do Olhar, e ao Paulo Herkenhoff por todo o apoio que ele nos concedeu, assim como a editora Contraponto, né? Nós estamos lançando o livro do Felipe Alain Michaud, chamado Filme, por uma teoria expandida do cinema, no sábado, às 15 horas, e por conta desse overbook, a gente tem uma conferência extra que se chama Estilística dos Fantasmas, o cinema à luz dos fogos de artifício. Eu aconselho imensamente vocês virem, que é um belíssimo trabalho, né, exemplo de outros, do nosso querido Philippe Alain Michaud. Então, está convidadíssimo aqui para falar com a gente. Alors, j'ai cru comprendre que c'était à mon tour de parler. Alors, je suis absolument ravi d'être ici. Ça devient une habitude. Je suis désolé de faire encore la conférence en français, mais si Tadeu m'invite encore une 50aine de fois, je pourrais finir par faire mes conférences en portugais. Alors, aujourd'hui, je vais parler de films, et je vais essayer de parler du film, non pas à partir du point de vue restreint de l'histoire du cinéma, mais d'essayer d'en parler du point de vue de l'histoire de l'art, et d'introduire un concept qui est le concept de transfert, que je n'emploie pas dans un sens freudien, encore que, hein, il faut voir. Donc cette idée de transfert est de penser le film comme une puissance de transfert, hein. C'est peut-être un petit peu énigmatique comme ça, mais les quelques voies que j'aimerais essayer de tracer ce soir devraient permettre de suggérer en esquisse une manière de penser autrement l'histoire du film que dans le cadre restreint de l'histoire du cinéma, de construire une sorte d'histoire du film déconstruite, éclatée, une sorte d'histoire en constellation. Alors je voudrais commencer avec une citation d'un linguiste et historien de la littérature russe qui s'appelle Boris Kaganski, et qui publie un texte intitulé La nature du cinéma dans un recueil de Boris Eichenbaum, publié en 1927, et qui s'intitule La poétique du film. Donc le texte de Kaganski est un texte d'un homme du texte, hein, d'un linguiste et historien de la littérature, qui s'intéresse au film, comme la plupart des formalistes russes dans les années 20, qui
essaient de penser une science du film à partir de leur expérience de la littérature. Alors je cite ce texte de Kaganski qui me paraît très intéressant. Le film, dit-il, est une suite d'ombres surgissant et se mouvant sur le champ clair de l'écran. Il s'agit toujours, en fin de compte, d'un jeu de lignes et de taches sombres sur fond blanc. D'un point de vue matériel, le film ne contient et ne peut contenir rien de plus. Formellement, le cinéma est ainsi l'art singulier de dessiner des ombres, c'est-à-dire une forme particulière de graphisme. C'est incroyable, hein, il définit, c'est même pas 1927, c'est 1924, il décrit le film comme une forme de graphisme. De même qu'un tableau procède de l'application de telle ou telle matière colorante sur une surface, de même, l'ombre sur l'écran donne forme à un film. En conséquence, par son matériau artistique et par sa facture, le cinéma se rattache aux arts plastiques. Alors ça, cette idée que le cinéma appartient aux arts plastiques et ne peut pas se définir à partir de ce qui commence à se constituer comme l'histoire du cinéma dans les années 20, c'est tout à fait surprenant, puisque aujourd'hui, au XXIe siècle, on a pris l'habitude de réfléchir au film en dehors des catégories inspiré de l'histoire du cinéma, avec le mouvement du cinéma d'exposition et la sortie des films des salles de cinéma qui sont de plus en plus systématiquement exposés dans des galeries ou dans des musées. Donc on sait aujourd'hui que le film ne peut pas être entièrement pensé à partir de l'histoire du cinéma comme il l'avait été, comme on croyait qu'il l'avait été tout au long du XXe siècle. Mais en fait, Kaganski nous montre le contraire. C'est-à-dire que c'est pas une idée nouvelle, mais c'est une idée qui traverse toute l'histoire de la pratique du film. C'est-à-dire que depuis le début des années 20 jusqu'à aujourd'hui, il y a des moyens pour penser le film en dehors de l'histoire du cinéma. Or, comment se constitue l'histoire du cinéma au XXe siècle ? Elle se constitue, à mon sens, à partir de l'idée de séance. Ce qui définit, ce qui fait la norme de l'histoire du cinéma, c'est le long métrage de fiction. Le long métrage de fiction, c'est l'étalon du long métrage de fiction, c'est 90 minutes. C'est-à-dire, en gros, la durée d'une pièce de théâtre avec un commencement et une fin. Donc, pour que l'expérience du cinéma puisse se constituer, il faut organiser des séances. C'est-à-dire qu'il y a des spectateurs qui se réunissent à l'intérieur d'un espace, d'une salle de cinéma qui est une sorte de transposition de la salle de théâtre conventionnelle, adaptée aux conditions de la reproductibilité, et qui sortent de la salle à la fin de la séance. Or, à cette idée de la séance, je pense qu'on peut opposer l'idée de la scène. C'est-à-dire que dans la séance, il se produit une sorte de dématérialisation de l'expérience du film. C'est-à-dire qu'il y a des images qui sont projetées sur un écran, et l'écran apparaît comme une fenêtre transparente, au-delà de laquelle se déploie une profondeur fictive. C'est-à-dire qu'on est dans la condition de la scène théâtrale. Simplement, la scène a été remplacée par un écran. Mais l'écran fonctionne comme une fenêtre, conformément à ce que Alberti, à la fin du XVe siècle, avait conceptualisé pour la peinture, puisqu'il pensait la peinture comme un écran. Or, à cette idée de la dématérialisation du film et de l'écran comme fenêtre, je pense que l'histoire du film, telle qu'elle n'est pas pensée par l'histoire du cinéma, mais plutôt par l'histoire de l'art, oppose l'idée de la scène. C'est-à-dire que le film n'apparaît plus comme une surface dématérialisée, comme un objet dématérialisé, mais au contraire apparaît dans sa présence et sa matérialité. Probablement, ce qui distingue le film du cinéma, et je pense que l'un n'a pas grand-chose à voir avec l'autre, ce qui distingue le film du cinéma, c'est que le film existe, alors que le cinéma
l'expérience du cinéma passe par l'expérience de l'inexistence du film, de la matérialité du film. Pour que l'expérience du cinéma se produise, il faut que le film dans sa matérialité disparaisse. Et au contraire, le film tel qu'il apparaît dans le champ des arts plastiques, comme le disait Kaganski, pour que le film fonctionne comme film et non plus à l'intérieur d'une expérience de cinéma, il faut au contraire que sa présence matérielle s'affirme. Et à ce moment, quand sa présence matérielle s'affirme, le film se détache de son arrière-plan photographique. Parce que toute l'histoire du cinéma et toute la critique du cinéma au XXe siècle a pensé le film comme une extension de la photographie au temps et au mouvement. Et donc ça, c'est une manière de faire disparaître la matérialité du film. Or, je pense que le film peut parfaitement être pensé comme indépendant de la photographie. Et à ce moment, on voit se déployer toute une harmonie de relations entre le film et les autres arts plastiques, avec la peinture, la sculpture, l'architecture, le dessin, aussi la photographie, la musique, mais la photographie n'est qu'un cas particulier, n'est qu'une application du film et en aucun cas une condition nécessaire à sa définition. Donc, pour que cette idée de transfert se mette à opérer, il faut séparer le film de son arrière-plan photographique. Et à ce moment, quand ces effets de transfert se déploient, comme je vais essayer de vous le montrer, il se produit ce que j'appellerais des effets de comparution, des effets de présence dans laquelle on se rend compte que le film a une existence matérielle et qu'il ne se dissout pas dans l'expérience de la projection. Par exemple, Paul Charitz, qui est un des grands cinéastes de la scène expérimentale des années 60 et 70, a fait toute une série de films en flicker, donc des films scintillants, qui sont repensés à l'unité du photogramme, qui se succèdent à une cadence plus ou moins rapide et qui sont constitués de cadres le plus souvent monochromes. Là, vous voyez un film de Charitz exposé, ce qu'il appelait des frozen film frames. Donc c'est toute la totalité du film qui est tirée et placée entre deux plaques de plexiglas et qui est exposée sur le mur. Donc le film peut à la fois être projeté et être exposé sur le mur. Et quand le film est projeté, qu'est-ce qu'on voit ? On est dans l'espace, on partage l'espace du projecteur. Le projecteur 16 mm est installé dans l'espace et on voit des impulsions de couleurs, de lumière colorée qui s'écrasent sur l'écran. Et l'écran ne fonctionne plus du tout comme une fenêtre, mais au contraire comme une paroi sur laquelle les images viennent, les impulsions de couleurs viennent s'écraser et refluent vers le spectateur ou le visiteur, je ne sais plus comment il faut l'appeler, qui est baigné dans la couleur. Là, je vous montre un film de Charitz projeté. Et on se retrouve en fait dans une situation qui est plus du tout catégorisable à partir de l'histoire du cinéma, mais qui doit être caractérisée à partir de l'histoire de l'art, puisqu'en fait on est à peu près dans la situation dans laquelle on se trouve devant les tubes fluorescents de Dan Flavin, dans lesquels la sculpture n'est pas définie par les contours des tubes fluorescents qui sont posés sur le mur, mais c'est l'espace tout entier qui est requalifié comme sculpture avec cette nuée de couleurs qui envahit la totalité de l'espace, y compris les visiteurs qui se trouvent à l'intérieur. Alors donc on voit très bien comment dans l'expérience de Charitz, du monochrome de Charitz, on débouche sur quelque chose qui a à voir avec la sculpture, et ce serait vrai aussi des Solid Light Films de Anthony McCall, que Anthony McCall commence à produire dans les années 70, qui sont faits de simples
amorces de pellicules 16 mm transparentes sur lesquelles il trace le premier film s'appelait Line Describing a Cone, et le film était simplement constitué d'un cercle qui met une vingtaine de minutes à se constituer. Donc, quand le film est projeté dans l'espace, et dans l'espace dans lequel un fumigène a été diffusé, on voit d'abord un trait de lumière qui traverse la fumée, qui correspond au premier point du tracé du cercle. Puis, au fur et à mesure que le cercle se constitue sur la pellicule et que la pellicule passe dans le projecteur, à ce moment, on voit le cône de lumière se constituer et sortir du projecteur. Donc, l'image, il n'y a plus d'image, il n'y a plus d'écran, il n'y a plus qu'un mur qui ferme l'espace. Et en fait, c'est la projection qui devient l'événement filmique lui-même. Et le cône de lumière qui se forme dans l'obscurité est en fait une sculpture de film. Solid Light Films, il appelle ces films. Voilà, donc ça, c'est deux exemples, McCall et ce qui est très difficile, dont il est très difficile de rendre compte par des photographies. Donc Charitz et McCall montrent bien comment ce type de films ne sont absolument plus catégorisables à partir de l'histoire du cinéma, mais doivent l'être à partir de l'histoire de l'art, et notamment de l'histoire contemporaine, c'est-à-dire pour Charitz, l'histoire du monochrome, et pour Anthony McCall, l'histoire de la sculpture minimale. Donc, vous voyez comment il y a un lien qui commence à se dessiner entre le film, non plus la photographie, puisqu'il n'y a plus de photographie ni dans les films de Charitz ni dans les films de McCall. Comment il commence à se dessiner quelque chose qui assimile le film à une puissance de transfert. Et ses propriétés, c'est-à-dire la projection, le défilement, le montage, ne sont pas du tout liés les unes aux autres, mais peuvent se détacher pour donner lieu à des expériences qui peuvent relever soit du dessin, soit de la sculpture, soit de la peinture, etc., en migrant dans les différentes régions des disciplines artistiques, ou au contraire, en s'appropriant les propriétés des autres disciplines artistiques. Et c'est ainsi que l'irruption du film sur la scène des arts plastiques que décrivait Kaganski a profondément modifié le système moderne des arts tel qu'il se fixe au XVIIIe siècle, et dont un historien de l'art qui s'appelle Paul-Oscar Christeler a retracé l'histoire dans un essai magnifique intitulé « Le système moderne des arts, étude d'histoire de l'esthétique », publié en 1951 et 1952. Alors je cite Christeler dans cet essai qui dit « Le jardinage a perdu son prestige comme partie des beaux-arts depuis le XVIIIe siècle. À l'inverse, le cinéma est un bon exemple de la façon dont de nouvelles techniques peuvent engendrer des formes d'expression artistique auxquelles les esthéticiens du XVIIIe ou du XIXe siècle n'accordaient aucune place dans leur système. » Donc là, simplement, là où Christeler parle de cinéma, je pense qu'il faudrait mieux parler de film. Et Christeler ajoute, aujourd'hui, c'est-à-dire en 1952, le système des beaux-arts montre des signes d'effritement. Et c'est précisément à la description de cet effritement ou de ce déplacement que, en 2 chapitres, je voudrais me consacrer. Alors, premier déplacement ou premier transfert, le Graffiti Composition de Christian Marclay. Alors vous connaissez certainement le travail de Christian Marclay, qui est célébrissime maintenant, et qui se déploie de manière assez systématique, peut-être un peu trop systématique, dans l'intervalle qui sépare la musique et les arts visuels. Et il essaie de mettre au point des systèmes de transfert, des systèmes ou des graphes qui permettent de se déplacer du visuel vers le sonore ou du sonore vers le visuel. Alors, je voudrais parler de manière un petit peu détaillée d'une œuvre que je trouve une de ses œuvres majeures, qu'il a réalisée en 1996 et qui s'intitule Graffiti Composition.
Alors, c'était pour un festival de musique organisé à Berlin que Marclay a décidé de faire imprimer et de coller à travers la ville 5000 affiches dont vous pouvez voir des exemplaires ici. Donc 5000 affiches constituées de papier à musique vierge avec des partitions dessinées sur le papier. Donc 12 portées chaque fois. 2, 4, 6, ah non, c'est pas du tout 12, 2, 4, 6, 8. Non, je dis n'importe quoi, c'est 8 portées. Et pendant toute la durée du festival, des colleurs d'affiches passaient sur les murs de Berlin et posaient ces affiches vierges. Il n'y avait pas encore les sparadraps. Et simultanément, l'assistant de Marclay circulait dans Berlin pour photographier les affiches maculées, déchirées, décollées, parfois intactes, ou portant des traces d'intervention humaine, des graffitis, de l'écriture, des dessins, ou quelquefois même des notations musicales. Il y avait même des gens qui savaient la musique et qui écrivaient des notes. Alors, dans cette campagne photographique, Marclay a sélectionné 150 photos parmi les 800 réalisées par son assistant. Et à partir de ces 150 photos, il a fait un tirage limité à 25 exemplaires. Donc dans un emboîtement, donc dans une boîte, portfolio de 150 images, dont je vous montre une série comme ça, qui sont assez géniales. Quelquefois, il y a des gens qui recollent des affiches par-dessus les affiches. Vous voyez que là, il y a des affiches en dessous des affiches. Ici, c'est très beau. C'est une lacération. On a l'impression que c'est une lacération concertée. On dirait un Fontana presque. Là, c'est un détail d'un graffiti. Vous voyez, en dessous, on voit... Alors, il y a certainement une allusion à Villeglé et Ins, aux affiches déchirées. Là, ici, vous voyez, une sorte de palimpseste avec l'affiche retournée qui révèle une affiche sous-jacente. Ici, des compositions chromatiques. Ici, il y a juste une tache qui est comme on dirait même une mouche, comme dans les trompe-l'œil, dans les natures mortes avec des trompe-l'œil de l'âge classique. Et vous voyez l'ondulation du papier qui prend une sorte de valeur rythmique. C'est déjà de la musique, ça. Vous voyez, là, il y a eu de la musique écrite et puis l'affiche a été impitoyablement arrachée. Là, un graffiti particulièrement réussi. Celui-là est pas mal non plus, on dirait un Tremblay. Là, c'est peut-être de la musique expérimentale, peut-être une partition. Vous voyez, il y a même des dièses. Alors ça, c'est très joli. Mir fehlen die Noten, donc en allemand, c'est les notes me manquent, mais ça veut dire aussi je ne connais pas la musique, c'est quelque chose comme ça. Là, il y en a un qui savait vraiment composer. Et un petit graffiti là, mignon. Voilà, ça c'est fini. Voilà, donc et alors en fait, j'ai pas fini parce que ces planches, donc il en fait un portfolio de 150 planches en 25 exemplaires et ce portfolio pour Marclay, c'est une partition. C'est-à-dire que la partition, à ce moment, l'œuvre commence, puisqu'il la propose à des musiciens pour qu'ils interprètent la rumeur de Berlin. Et donc, avec ce graffiti composition, Marclay fait une sorte de portrait musical de Berlin. C'est son expression qu'il emploie dans le colophon de l'ouvrage. Et donc, les musiciens peuvent interpréter à leur guise, d'une manière très John Cage, cette partition. Ils peuvent interpréter de la manière qu'ils veulent la musique, la rumeur de Berlin, dans un ordre et selon un choix aléatoire. Donc, c'est une partition composée de manière anonyme, collective et hasardeuse par les intempéries, le passage du temps, l'intervention des passants et la trace laissée quelquefois par quelques insectes. En juin 1958,
dans l'International situationniste, c'était le premier numéro, le rédacteur anonyme annonçait, enfin ça devait être Guy Debord, annonçait de façon programmatique, je cite, « Le jeu, rompant radicalement avec un temps et un espace ludique borné, doit envahir la vie entière. » Graffiti Composition se situe précisément à la croisée de la dérive, puisque c'est une dérive à l'intérieur de la ville de Berlin, et du détournement, puisque en fait le portfolio prend acte du détournement des partitions musicales par tous les événements aléatoires qui peuvent arriver. Donc le système urbain dans Graffiti Composition devient réellement le champ de travail de l'artiste. Mais le jeu situationniste doit s'entendre ici aussi dans une acception musicale, puisque le jeu, ça désigne à la fois le fait de la dérive ludique du situationnisme et puis le jeu du musicien. Ces feuilles de papier collées sur les palissades selon des rythmes aléatoires et irréguliers sont en tant que telles, avant même de se constituer en partition et de s'offrir à l'interprétation des musiciens, sont des phrasés musicaux, mais des phrasés silencieux qui empruntent les voies de l'expressivité plastique. C'est une sorte de musique silencieuse que Marclay invente ou réinvente, puisqu'en fait, on trouve cette idée de la musique silencieuse dans les natures mortes musicales de l'âge classique, et notamment dans les natures mortes musicales d'un peintre assez mystérieux qui a très peu peint, un peintre suisse qui s'appelle Evaristo Basquenis, peintre du XVIIe siècle, et qui a été l'un des représentants les plus prolifiques du genre de la nature morte musicale. Donc là, je vous en montre un exemple. Et à propos de Basquenis, Rudolf Wittkower écrit, je cite, « Il était attiré par la tonalité chaleureuse du bois poli, tout autant... » Pardon ? Excusez-moi ? J'ai pas compris. Non ? Ah, d'accord. Ah, ok. Donc, alors je recommence la citation de Wittkower sur Basquenis. Il était attiré, dit Wittkower, par la tonalité chaleureuse du bois poli, tout autant que par la stéréométrie complexe des formes. Au moyen d'un réalisme sec, presque photographique, il réalisait des dessins relevant d'une abstraction cubiste dans lesquels une définition très sophistiquée de l'espace est soutenue par le contraste et la superposition de formes plates, bombées, lisses, heurtées ou sinueuses. Alors ce tableau que je vous montre ici, c'est un tableau qui est conservé à Rotterdam, au musée Boijmans von Beuningen. Donc dans ces peintures, Basquenis, comme le souligne Wittkower, utilise la composition comme la composition dans le plan, comme un équivalent de la composition sonore. Il expose dans la synchronie ce que la musique déploie dans la diachronie. La gamme optique qui module les reliefs et les ombres, les contours et les couleurs, transpose dans l'ordre visuel des modes musicaux. Une viole retournée, un violon posé de 3/4 en équilibre sur le clavier d'une épinette, le pavillon d'une flûte tourné vers le spectateur, la scénographie et la disposition des instruments dans le chant, à l'avant ou à l'arrière-plan, transcrit dans l'ordre de la visualité, la scansion rythmique et la distribution des voix, tandis que le désordre très concerté des empilements, des équilibres précaires, les dissymétries construisent un enchaînement complexe d'assonances et d'altérations. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut regarder aussi les planches du Graffiti Composition de Marclay. Mais les compositions de Basquenis sont toujours figées, les instruments sont inertes, jamais un musicien n'apparaît dans ces toiles,
Et ces scènes musicales désertées se couvrent parfois d'une fine poussière. On ne voit pas bien, mais là, sur la viole, il y a une fine couche de poussière qui semble déposée, dans laquelle un doigt a laissé son empreinte et que l'on croit d'abord déposée à la surface du tableau. Donc, cette poussière qui envahit la peinture de Basquenis, c'est aussi la manière dont les partitions de Graffiti Composition s'abîment avec le temps. Marclay dit « Chercher à représenter visuellement le son ou la musique, qui par nature sont immatériels ou invisibles, est toujours une forme d'échec, parce que la visualisation exclut l'audible. Une représentation silencieuse du son, en peinture ou en sculpture, m'intrigue parce que son mutisme souligne la nature intangible du son. L'image devient alors la représentation d'une absence. » Et cette poussière dans la peinture de Basquenis, où les taches et les déchirures sur les partitions de Marclay sont peut-être le signe de cet échec qui fait que l'image ne peut être que la représentation d'une absence. Comme les peintures de Basquenis, les graffiti compositions sont des vanités, des représentations arrêtées du temps, mais au langage iconique des natures mortes qui empruntent les voies de la figurativité, Marclay substitue des procédures indicielles, c'est-à-dire des relations directes d'empreinte sur les partitions. Il déjoue le code musical pour employer une relation indicielle directe à la manière des peintres qui reproduisent les causalités à l'œuvre dans la nature au lieu d'en imiter les effets. C'est ainsi que le peintre chinois Song Ti, au XIe siècle, écrit « Choisissez un vieux mur en ruine, étendez sur lui un morceau de soie blanche, alors, soir et matin, regardez-le jusqu'à ce que à la fin, vous puissiez voir la ruine à travers la soie, ses bosses, ses niveaux et ses zigzags, ses fentes, les fixant dans votre esprit et dans vos yeux. Faites des proéminences vos montagnes, des parties les plus basses vos eaux, des creux vos ravins, des fentes vos torrents, des parties les plus éclairées vos points les plus proches, des parties les plus sombres vos points les plus éloignés. Fixez tout cela profondément en vous, et bientôt vous verrez des hommes, des oiseaux, des plantes et des arbres, et des figures volant et se mouvant parmi eux. Vous pouvez alors jouer de votre pinceau, suivant votre fantaisie, et le résultat sera une chose du ciel et non de l'homme. Sera une chose du ciel et non de l'homme, c'est-à-dire une chose qui se crée par empreinte directe et non plus comme un artefact, comme une chose fabriquée. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le texte de Song Ti montre précisément ce que je vous disais tout à l'heure de la comparution. Comment ce dispositif de transfert aboutit à un phénomène de comparution. Puisque Marclay, en déjouant le code musical, substitue au code musical une procédure directe, une procédure indicielle directe, à ce moment, il y a un effet de comparution qui se produit. Et la comparution ne porte plus sur les effets visuels comme sur la peinture sur le morceau de soie de Song Ti. Léonard, on trouve dans les textes de Léonard de Vinci exactement la même chose. Ça porte plus sur les éléments visuels, mais sur les éléments musicaux. C'est-à-dire que Marclay, il produit, il fait ressurgir le son de Berlin, la musique de la ville, en utilisant des procédures indicielles. Donc un effet de comparution, transfert, comparution. En 1930, Walter Ruttmann, donc je remonte dans le temps, en 1930, Walter Ruttmann, pour vous montrer qu'en fait cette idée du transfert, c'est pas du tout une idée nouvelle qui est apparue sur la scène contemporaine. Donc Ruttmann réalisait un film uniquement sonore, sans bande-son, commandé par la radio de Berlin. On reste à Berlin. Donc il intitule son film Week-end, qui est un film de 11 minutes, et qui est un ciné-collage réalisé en 35 mm
En fait, parce que le film dure 11 minutes, il ne pouvait pas le réaliser sur un disque de 78 tours. La durée était trop courte. Donc il a décidé de réaliser ce film en 35 mm. Mais c'est un film avec une bande son et sans images. Un geste en 1930 absolument extraordinaire. Et le film, puisque c'est un film, est fait de fragments de musique et de bruit visant à susciter par le son des impressions visuelles. Alors on entend des gongs, des tambours, une scie, une enclume, des cloches, un train, des voitures, un violon, un piano, des dialogues, des moteurs, des sifflets, des caisses enregistreuses, une foule, une sirène, un avion, un sifflement, des rires, des chansons, c'est-à-dire tout ce qui constitue le son de Berlin et qui s'était déposé spontanément sur les partitions que Marclay collait sur les palissades de Berlin. Alors on peut écouter un petit morceau de Weekend, peut-être pas en entier, mais le commencement. Bitte Döner 42, 4-0. Erlkönig. Bitte. Wir reiten zu spät durch Nacht und Wind. Fräulein, Sie haben mich ja falsch verbunden. Döner 42. 4 markiert. Vierter Stock, Spielwagen, U-Bahn, da, Lebensmittelabteilung. Bitte, erlauben Sie das doch. Und erlauben wir uns? Erlauben Sie mal, wie ebenso dringend wie möglich. Hallo, Fräulein. Nein. Voilà. Donc c'est trop long pour écouter l'intégralité de la pièce, mais elle est magnifiquement composée. Mais encore une fois, c'est un film qui est fait uniquement de musique, et je pense que le Graphic Composition de Marclay, in fine, est également un film. Alors, on remonte encore un peu dans le temps, mais on reste toujours à Berlin. 3 ans plus tôt, en 1927, Ruttmann réalisait Berlin, Symphonie d'une grande ville, Berlin Symphonie einer Großstadt, qui était un portrait de Berlin, un portrait filmique de Berlin, cette fois avec constitué d'images, mais sans son, hein, même s'il y a une partition musicale qui a été composée par la suite par Manzel. Et dans ce film de 1927, au contraire de Weekend, le cinéaste cherchait à donner un équivalent filmique de la musique, ça s'appelle Berlin Symphonie d'une grande ville, un équivalent filmique de la musique au moyen de la variation dans la vitesse de défilement, de la répétition des plans, de la démultiplication des motifs ou de la surimpression. Alors on peut regarder la première séquence de Berlin Symphonie d'une grande ville, qui est en fait un film premier film figuratif, enfin qui utilise la prise de vue directe de Ruttmann, qui avait fait des films abstraits auparavant, qui s'appelait une série de films qu'il a appelé des opus. Et opus, c'est encore un terme musical. C'est très intéressant ce plan de mer, parce que vous allez voir qu'il se transforme en abstraction, qui reprend les motifs abstraits que Ruttmann utilisait dans ses premiers opus. Manière de détacher le film du photographique. Alors avant la musique, j'essayais de montrer que la musique était du film, et là c'est le film qui est de la musique.
Voilà, c'est la fin du premier mouvement, hein, on peut s'arrêter là. Le film dure, ça c'est un long métrage, hein, ça dure 70 minutes. Alors, de Routman, Malevich écrivait qu'il avait travaillé comme un chiffonnier. Je cite Malevich, « Au lieu d'une dynamique, il a montré le bric-à-brac de la vie de tous les jours, la ville passant du sommeil à la veille. À la manière d'un ramasseur de ciné-détritus, il a utilisé des techniques cinématiques pour montrer tous les rebuts qu'il avait rassemblés dans la ville de Berlin à des flâneurs de marché aux puces, les spectateurs, dans une perspective symphonique. » Donc, à la lumière du texte de Malevich, la parenté de Graffiti Composition avec Berlin, symphonie d'une grande ville, éclate. Graffiti Composition obéit à la même logique de fragmentation et de prélèvement que le diptyque visuel et sonore de Routman. Diptyque visuel Berlin, sonore Weekend. Graffiti Composition est une city symphony qui utilise le dispositif de la partition comme un graphe pour transformer l'énergie de la ville en traces visuelles, puis en son, lorsque les musiciens entreprennent de jouer la rumeur de la ville. Transformation qui se prolonge jusqu'au Berlin de Routman via Weekend en remontant le temps dans une opération de transformation de la musique en film. De sorte que se dessine un double processus de transfert qui conduit de la photographie, les partitions refotographiées, à la musique et au film, et reconduit du Berlin de la fin du XXe siècle au Berlin des années 20. Voilà, alors ça c'était le premier transfert que je voulais décrire. Est-ce que vous avez le courage pour une deuxième partie ou ce sera trop long? Oui. Bon, allez, hop. On fait pas de récréation. Alors, si le premier schéma de transfert articulait photo, musique et film, le second concerne le film et la peinture. Et je voudrais vous parler d'un autre artiste qui est exposé d'ailleurs en ce moment à la Biennale de São Paulo, qui s'appelle Mark Lewis. Et Mark Lewis, donc, qui a d'abord été un photographe, puis cinéaste à partir des années 90, toute l'œuvre cinématographique de Mark Lewis est portée par la question de la scène cinématographique. Donc, dans un premier temps, entre 1990 et 2000, il développe un projet d'inspiration kantienne, je dirais, qui consiste à élucider les propriétés du film et de décrire la formation de l'image filmique en isolant ses propriétés et ce composant. Mais au commencement des années 2000, après avoir fait ce travail d'analyse des propriétés formelles du film, au commencement des années 2000, Mark Lewis fait un pas supplémentaire et ses films, systématiquement tournés en 35 mm et en une seule prise, c'est un plan séquence, est destiné, donc tourné en 35 mm, mais numérisé, est destiné à être projeté, à être exposé dans des espaces d'exposition, sur des cimaises, dans les galeries ou dans les musées, et non pas projeté dans des salles de cinéma, s'ouvre à l'horizon de la picturalité. Et à partir de 2000, ce que fait Mark Lewis de manière très étrange, c'est réinventer la peinture avec les moyens du cinéma et inventer ce que j'appellerais une peinture de cinéma. Désormais, les films de Lewis visent à des effets statiques, alors qu'a priori, le film, ça sert plutôt à décrire le mouvement. Lui, il utilise les films pour décrire des effets statiques. Et sont constitués, je vous disais, de plans séquences, c'est-à-dire de plans non montés, d'une durée très courte, moins de 4 minutes, c'est-à-dire la durée d'un chargeur sur le modèle des films lumière, qui est un grand modèle pour la constitution de son esthétique, donc il réactive le rapport ambigu
que les films lumière entretenaient avec le réel. Il me semble que dans les films lumière, le catalogue des films lumière qui est tourné par des opérateurs envoyés tout autour du monde entre 1897 et 1905, on a l'impression que les opérateurs, dans un premier temps, quand il y a des centaines de films dans ce catalogue, ce serait la même chose pour les catalogues Edison, on a l'impression que les opérateurs cherchaient à cataloguer les images du monde. Et en fait, quand on regarde les films, on s'aperçoit que c'est le contraire, ce qui se passe. Ce que faisaient les opérateurs, c'est chercher dans le monde des images qui permettaient d'identifier les propriétés du film. C'est pas du tout le film qui sert à montrer le monde, c'est le monde qui sert à révéler le pouvoir des images du film. Alors, je vais vous montrer simplement un film qui était très important pour Mark Lewis, qu'il a exposé dans une de ses fortes expositions. Il y avait une salle aménagée dans laquelle il y avait des films lumière qui étaient projetés et qui étaient projetés comme des œuvres exposées. Alors c'est un film qui montre une barque, c'est très simple, une action simple, une barque qui sort du port. On peut regarder le film. On ne va pas regarder le film lumière, ça a l'air trop compliqué. Mais le film qui me semble marquer la bascule dans le travail de Mark Lewis, c'est un film de 2000, précisément, très symboliquement, qui s'intitule North Circular et qui apparaît, à mon sens, comme le manifeste de ce basculement de la pratique filmique vers la picturalité. Alors, on peut regarder tout de suite le film North Circular.
Voilà, donc basculement du film vers la picturalité, dans la mesure où il y a une série de renversements dans le film, une transformation du plan fixe en travelling avant, une transformation du plan d'ensemble en gros plan, du mouvement linéaire de la caméra qui avance en mouvement circulaire de la toupie qui tourne sur la table, et de la profondeur en surface. Le plan basculant de la table sur lequel roule la toupie étant une sorte de manifestation intimiste empruntée à Chardin, à l'enfant au toton, de la picturalisation du chant. Une sorte de... Et il y a aussi un élément qui est important, c'est cet immeuble est une sorte de totem du modernisme. On dirait la grille en ruine du modernisme. Or, qu'est-ce que c'était que le modernisme greenbergien? C'était l'idée que chaque médium avait sa spécificité. C'est-à-dire que la peinture n'était recevable que si elle renvoyait aux propriétés intrinsèques de la peinture. Or, qu'est-ce que montre Lewis dans son film? C'est que le film est de la peinture et que la peinture est peut-être du film, parce que ce qu'on voit pas dans cette reproduction du Chardin, c'est les bandes de couleurs qui strient la surface, presque imperceptible sur le fond. Et donc c'est une sorte de traversée du miroir de la modernité et de la grille moderne. Alors, maintenant, je voudrais vous montrer deux films de lui qui datent du début des années 2000. Mark Lewis a réalisé un diptyque qui s'intitule Algonquin Park. Donc, il a tourné dans un parc naturel au Canada. Deux films à deux périodes différentes de l'année, en septembre et au début du mois de mars. Et je pense que ces deux films montrent très bien la mise en place de ces systèmes de picturalisation du film dont North Circular était une sorte de manifeste. Alors on peut regarder déjà September. Je suis désolé, les copies sont pas très bonnes, alors que ça ne souffre pas l'imperfection.
Alors, dans September, on assiste en fait à la formation d'un paysage qui sort de la nuée, qui sort d'un magma de nuages. D'abord, le paysage de lac est noyé dans la brume et progressivement, le plan se structure. Et il se structure au moment où la barque traverse le plan et semble partager le ciel des eaux. C'est une sorte de... la barque a une fonction cosmique. Donc, il y a une sorte de reprise dans le film de Mark Lewis de l'esthétique du sublime, des peintures de Thomas Cole qui peignait cet état magmatique de l'espace et cette sorte d'état intermédiaire entre la formation des images et la désagrégation des formes. Donc c'est toute la peinture de la Hudson River School. Le film est un hommage à la peinture de la Hudson River School. Mais en même temps, le film de Mark Lewis a une sorte de fonction cosmogonique. Il montre la naissance du paysage en utilisant le passage de la pirogue et de ses pagailleurs qui sont dont on retrouve la trace dans toute la culture du sous-continent nord-américain. Le canoë avec les deux pagailleurs qui marque la séparation de la terre et des eaux et de la lumière et des ténèbres et qui allégorise la naissance du jour. Alors, dans September, en utilisant cette coïncidence du passage de la barque et de la levée du jour, Mark Lewis montre la formation d'un paysage de peinture et dans l'autre élément du diptyque, Early March, il montre au contraire, enfin c'est pas au contraire, mais il utilise une trajectoire différente, non pas une transversale qui instaure une ligne d'horizon séparant le ciel des eaux où la lumière est de l'obscurité, mais une sorte de zoom arrière qui se transforme en une sorte de remontée dans le temps. Donc on peut regarder Early March maintenant. Alors là, le film a déjà commencé.
Oui, le carré de patineur, là. Le carré de patineur, c'est important. Voilà, alors que dans September, Lewis utilisait l'esthétique du sublime telle qu'elle est représentée par la Hudson River School, pour décrire la formation d'un paysage de peinture. Ici, il y a une sorte il transforme le film en dispositif d'histoire de l'art et de remontée dans le temps, puisqu'on passe à la faveur du zoom arrière, on passe progressivement du blanc sur blanc, l'écran monochrome, le blanc sur blanc qui correspond à l'état de la peinture de Reimann, au color field où par exemple Maurice Lewis, où la composition se rassemble sur les bords et laisse le centre intact. Au paysage de neige de Caspar David Friedrich et jusqu'à Peter Bruegel, dont le film est une citation littérale avec le carré sur lequel circulent les patineurs que vous trouvez dans le tableau de Bruegel, Les chasseurs dans la neige, qui est conservé au Kunsthistorisches Museum de Vienne. Donc, au mouvement latéral de constitution du tableau de September répond le mouvement de recul et de remontée dans le temps de Early March. Alors, cette référence à Bruegel, elle revient de manière absolument obsessionnelle dans le travail de Mark Lewis, notamment une référence constante à la chute d'Icare, qui est aussi un tableau conservé au Kunsthistorisches Museum de Vienne, dans lequel on voit comment l'avant-plan est occupé par des paysans qui labourent la terre, tout le premier plan, et dans un coin, en bas à droite, on voit Icare qui se noie au moment où il tombe dans les eaux, ce qui marque une sorte de désenchantement du monde. C'est la fin des mythologies païennes et puis l'envahissement du monde par la culture prosaïque. Et en même temps, la structure de ce tableau revient de manière obsessionnelle dans le travail de Mark Lewis. Et je vais peut-être vous en donner un seul exemple. On va pas montrer le film suivant. Alors je ne sais pas si je vais être clair pour le projectionniste. Et on va passer directement. Donc oui, on va passer directement à ce film que je peux vous montrer moi depuis, qui me semble reprendre de manière très littérale cette structure du tableau de Bruegel. Ensuite. J'arrive plus. Je peux plus faire. J'arrive pas. Bien. Bon, j'arrive pas à vous montrer le film que je voulais vous montrer, donc on va revenir au précédent, mais qui fonctionne aussi sur la même structure, peut-être de manière moins éloquente, mais qui reprend la structure du film du tableau de Bruegel.
Donc vous voyez que le film est monté à l'envers, ce qui permet de déréaliser le contenu photographique de l'image. Et en même temps, l'homme au volant de sa voiture rouge me semble occuper la même position latéralisée que Icare dans le tableau de Bruegel. Et dans ce film, il y a quelque chose qui devient très, très clair, c'est la manière dont les mouvements de caméra qui sont très dessinés, sans repentir, sans reprise, sont comme déposés à la surface de l'image. Il y a une dissociation complète entre le contenu de l'image photographique et les mouvements de caméra qui semblent se déployer à la surface de l'image, comme l'unique trait de pinceau dans la tradition chinoise. C'est un des mouvements tilt, zoom and pan, qui sont comme des dessins à la surface d'une toile. Donc après ces deux parcours, ces deux formes de transfert, je dirais qu'en utilisant ces propriétés du transfert, les artistes cinéastes font éclater le principe de la spécificité des médiums, qui est resté le principe impératif du modernisme. La photographie se change en musique et la musique en film. Le film, à son tour, se transforme en peinture au gré de la circulation des propriétés des arts, ce jeu de circulation ou de transfert apparaissant comme le signe de l'apparition d'un nouveau système des arts qu'il faut peut-être appeler un système des arts postmoderne. Merci. Bom, nós vamos passar para as perguntas do debate. Alguém aí já quer colocar alguma questão para o Felipe Alain? Ivan. Fala em francês ou em português? Português? Tá. Agora? Boa noite. Pelo que eu entendi, o senhor está fazendo uma oposição entre filme e cinema. Quer dizer, uma dimensão fílmica que ainda não é cinematográfica. E a materialidade do filme é importante para pensar essa dimensão. A minha pergunta para o senhor é a seguinte. Eu não entendi se o senhor, quando fala filme, está se referindo à materialidade da película, na medida em que hoje em dia o cinema é digital, numérico, e a digitalização ela também contribui para esse fenômeno de desmaterialização do filme. Então, eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor o que o senhor está querendo chamar, o que o senhor quer dizer quando o senhor fala filme. E também eu queria entender um pouco melhor a oposição que o senhor estabeleceu no início da conferência entre séance e scène, entre sessão e cena. Obrigado. Oui. Ben, c'est un petit peu la même question, hein. La distinction entre film et cinéma, ça correspond à la distinction entre la séance et la scène. Alors, je pense que le cinéma, c'est un dispositif spectaculaire qui est né, qui se stabilise autour des années 1910 avec la construction des grandes salles de cinéma partout en Amérique et en Europe. Et qui procède du rapprochement d'un certain nombre d'inventions techniques à la fin du XIXe siècle, à savoir les émulsions rapides, les supports souples transparents, la perforation, etc. Donc le système de l'enregistrement et de la projection. Et donc la culture du cinéma, elle se constitue comme telle autour des années 1910. Et cette culture, elle s'installe
dans les espaces qui étaient ceux du théâtre conventionnel, puisque en fait les espaces comme ça, avec des rangées gradinées, un point de vue optimal unique, un écran qui remplace la scène de théâtre, c'est la logique, c'est la structure de l'espace théâtral, et cet espace, il est normé par la logique de la séance, c'est-à-dire un spectacle qui a un début et une fin, et qui dure à peu près la durée d'une pièce de théâtre. En fait, cette expérience de la séance, elle repose, à mon avis, sur une dématérialisation du dispositif. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des images qui sont projetées sur un écran transparent, mais qu'on oublie les conditions de la projection. Alors, tant que contre cette logique de la scène, contre cette logique de la séance, je pense que le film repose sur une logique de la scène, c'est-à-dire qu'il rétablit cet effet de présence que la séance fait disparaître. Et tout au long du XXe siècle, les cinéastes d'avant-garde et les cinéastes expérimentaux ont utilisé la matérialité du film pour affirmer cette présence. Pas seulement, mais ils ont utilisé la matérialité du film. Et quand le film est devenu numérique, il y a d'autres modes d'affirmer la matérialité du dispositif qui ne passent pas par la présence de la pellicule qui passe dans les boucleurs des projecteurs 16 mm. On montre les scratchs, les particules, les choses qui se déposent sur la pellicule. C'est pas les seuls moyens d'affirmer la matérialité du film. Je pense que Mark Lewis, quand il tourne ses films en 35 mm, mais il les numérise. Et donc il les dématérialise d'une certaine manière. Mais en même temps, il les expose dans des espaces de galeries, dans des musées, et il transfère les propriétés de la peinture vers le film. Et là, il y a un effet de ce que j'appelle un effet de comparution qui se produit, c'est-à-dire une prise en charge de la question de la scène. Voilà, c'est peut-être plus clair. Próxima pergunta. O cineasta Jean Cocteau, que era também pintor, desenhista, poeta, diretor de teatro, de balé, o senhor não pensa que, sobretudo no primeiro filme dele, Le Sang d'un Poète, essa questão da possibilidade do que o senhor chama de transfer entre imagens e sons, fotografia e música, cinema e pintura, já está colocada? Ouais, je n'ai pas vraiment réfléchi à la question pour Cocteau. Il y a certainement dans le film, il y a une conscience des éléments structuraux du film, notamment quand le poète passe de porte en porte en regardant par les serrures, ça a la fonction du photogramme, enfin du ruban de photographe. Donc là, on voit qu'il a une conscience structurelle du film. D'autre part, il a la conscience d'inscrire son film dans une tradition qui relève des arts plastiques et pas seulement du cinéma. Même s'il y a une double entrée, je pense, dans le cinéma de Cocteau. Mais il sait très bien que son film, il s'inscrit dans la tradition de surréaliste en particulier, il sait ça. Donc il a et puis il y a un effet de milieu aussi, puisque Cocteau, les amis de Cocteau n'étaient pas forcément des cinéastes, mais des plasticiens aussi. Donc je pense qu'il y a la double chose chez Cocteau. Il y a à la fois une sorte d'amour du cinéma. Il aime bien les salles. Je dis pas que le cinéma c'est pas bien. Mais je pense qu'il y a ça. Il y a cette envie
de faire des films pour la salle. Et puis, en même temps, il y a cette conscience de la dimension plastique des objets filmiques. Ça coexiste chez Cocteau, je pense. Pode ser uma pergunta grande, mas como é que você linka, se explanar para a gente, seu trabalho construído a partir de um olhar warburgiano com essa questão do filme, tal como você conceitua? Então, como nós estamos lançando um livro no qual, digamos, o Warburg e a imagem em movimento que nós publicamos, ele meio que serve de leitura anterior, você poderia fazer rapidamente esse link para a gente? Temos um pouquinho de tempo. Je vais essayer de prendre pas plus de 3 heures pour répondre. Ouais. Mini-conférence, mais vai ser ótimo. Non, mais Aby Warburg, j'étais très intrigué quand j'ai commencé à travailler sur Warburg, et c'était un vrai problème, c'est que je voyais partout son intérêt pour les images en mouvement, pour les figures en mouvement déjà. Il commence à s'intéresser à la manière dont les artistes de la Renaissance ont représenté le mouvement. Dans un deuxième temps, il essaie de mettre au point des principes méthodiques pour injecter du mouvement dans les images en utilisant des dispositifs de montage, en particulier entre les images. Mais on trouve... Warburg ne manifestait pas le moindre intérêt pour le cinéma. Il n'a jamais allé au cinéma. Et pourtant, son analyse est traversée par la question du mouvement des images. Donc, c'est pour ça que la distinction du film et du cinéma est utile. Parce que si Warburg ne s'intéressait pas au cinéma, à mon avis, il s'intéressait au film, même s'il ne porte pas ce nom-là, comme dispositif d'interprétation des images. Et derrière cette question, il y a une sorte de pulvérisation des schémas traditionnels de l'histoire de l'art, puisque toute l'histoire de l'art depuis Winkelmann pense les images, pense que pour comprendre une œuvre, il faut la regarder dans son unicité et dans l'immobilité. Donc il faut la séparer de son contexte, la mettre sur un socle, par exemple, quand c'est une statue, et puis la regarder immobile. Warburg fait exactement le contraire. Il pense que pour comprendre une œuvre, il faut la regarder, il faut la comparer, il faut la mettre avec d'autres œuvres et il faut la mettre en mouvement. Donc il y a un changement de paradigme radical qui oppose en fait une logique idéaliste, une logique de l'être, à une logique du devenir. Et je pense que la grande figure tutélaire pour Warburg, ça a été Nietzsche, et c'est à partir de la pensée de Nietzsche qu'il a élaboré une pensée du mouvement en histoire de l'art. Donc cette idée qui était aussi celle de Eisenstein, c'était que le film, c'était pas seulement un corpus, c'était pas seulement des films réalisés, c'était aussi une manière d'interpréter toute l'histoire de l'art. C'est une idée qui est commune à Warburg et à Eisenstein, et c'est des idées qui ont été évidemment très qui m'ont beaucoup marqué dans le travail que je peux faire sur le film. Bom, ok. Boa noite. Eu não sei se é uma questão pertinente, mas você acha que entre esse regime da imagem e matéria, essa diferença entre o filme e o cinema, você acha que existe uma oposição entre um narrativo e um não narrativo? Você acha que ou esse eixo não é tão proveitoso para você relacionar esse filme e cinema? Porque a gente vê esses filmes do Mark Louis, por exemplo, podemos falar que tem até uma relação entre usar o tempo para revelar
uma imagem, talvez até um suspense, nesse regime de imagem e matéria. Então, você acha que há uma oposição entre narrativo e não narrativo, ou eles se intermeiam nesses dois regimes? Oui, je pense que c'est absolument juste, hein, c'est tout à fait pertinent. Pour que je pense que le narratif, il relève quand même du régime de la fiction. Hein. Et le long métrage de fiction, qui est en général ce qu'on va voir quand on entre dans une salle de cinéma, ça a été la norme et l'étalon de l'histoire du cinéma. Hein. Et donc je pense que cette forme narrative, elle a été explorée par ce que j'appelle le cinéma de séance. Et que le cinéma de la scène, forcément, à un moment, il déjoue les stratégies narratives. Hein, c'est difficile de croire à une histoire quand on regarde le dispositif. Hein, c'est-à-dire, moi, j'arrive plus tellement à rester dans une salle de cinéma pour regarder un film du début à la fin, parce que j'y crois pas. Hein, il y a un effet dans la narration, il faut qu'il y ait un effet de croyance. Quand je regarde un western, je regarde les chevaux, c'est-à-dire, je regarde comment ils changent de camp d'une séquence à l'autre, mais j'arrive pas à regarder l'histoire. Alors, il y a des tas de choses qui m'intéressent dans le cinéma de fiction, mais je le regarde pas. Je le regarde comme une forme non narrative. Parce que le narratif, c'est aussi une forme d'adhésion. Hein. Il faut regarder les choses pour ce qu'elles nous donnent à voir. Et quelquefois, quand on n'adhère plus aux images, on regarde dans les images ce qu'elles ne nous donnent pas à voir. Et donc on peut regarder tout à fait des films de fiction sans regarder la fiction, voir autre chose. Regarder un film de fiction et être incapable de raconter l'histoire en sortant du cinéma, Hein, je dirais que le narratif, c'est plutôt une manière de regarder. Boa noite. Qual seria, assim, o melhor suporte para a gente estar apreciando essas obras, assim? Tem uma questão da sessão, mas seria nos museus, em qualquer lugar, na rua? Quais seriam os melhores suportes para a gente projetar essas imagens? Podem ser em qualquer lugar? De projeter les films? Sim, os filmes que o senhor passou. Ben, ça dépend. Quelquefois, le film de Berlin, Symphonie d'une grande ville de Rothman, il est fait pour être projeté dans un cinéma. Hein, et Rothman voulait même qu'il soit projeté avec un orchestre. Hein, il y avait une composition qui a été faite pour le film. Weekend aussi, hein, c'est fait pour le cinéma, mais c'est un peu particulier parce que là, c'est une vraie subversion de l'espace du cinéma, hein, de projeter Weekend sans images, avec uniquement la bande son. Les films de Marcellus, très, très précis sur la manière dont il veut que les films soient projetés avec un type de matériel très précis, une luminosité précise. Donc lui, il y a que des cas particuliers, hein, je dirais. Alors après on peut se permettre. Alors il faut respecter évidemment la volonté des artistes, mais après on peut se permettre quand même de déplacer les objets, pour déplacer les films, pour faire apparaître quelque chose dans ces films. Et quand on les montre dans une conférence, par exemple, ils sont pas faits pour ça, hein, mais on peut arriver à montrer des choses en les montrant dans ces conditions, même dans des mauvaises copies. Voilà. Donc après, c'est des questions de gestes curatorial. Donc faire exposer un film ou projeter un film, c'est une sorte de compromis entre respecter l'œuvre et puis essayer de faire jouer des relations qui sont pas forcément évidentes dans le film, mais qui peuvent apparaître quand on le déplace. Donc moi je pense qu'on peut montrer les films dans n'importe comment, mais il faut dire ce qu'on fait. Hein, c'est-à-dire
Il faut dire, voilà, c'est une copie numérique de mauvaise qualité. J'en montre un extrait. Enfin, il faut dire ce qu'on fait. Mais après, on peut tout essayer. Boa noite. Aqui. Olá. Eu queria, enquanto, principalmente no início da apresentação, algumas coisas me fizeram pensar em um outro tipo de filme, que não é cinema, que é a produção amadora e a produção familiar, mais especificamente, tanto do vídeo analógico como a produção digitalizada que está na internet, no YouTube. Porque é uma produção que evidencia muito essa questão técnica. Assim, usualmente se usa o zoom, o movimento de câmera de uma maneira não pensada, talvez, não consciente, mas ela chama muito a atenção, principalmente de quem não está envolvido naquela produção, né, de quem não é da família, quando vê, fica, nossa, mas o zoom não para, mas... Ou no caso dos vídeos da internet, tem muito uso de fotografias e transições e uma coisa um pouco dos programas de edição mais simples, né? E eu queria saber se o senhor já pensou sobre essa produção, assim, como essa produção ela traz um pouco esse caráter da técnica de uma maneira tão, para mim, que tenho observado essa produção, de uma maneira tão explícita, ela é tão oposta ao que é cinema, não é narrativa normalmente. Se fora essas obras de arte, se essa produção também já chamou a atenção do senhor quanto a esse caráter fílmico, talvez. C'est difficile à dire parce qu'il faut. C'est difficile de parler des images sur Internet parce que il y a énormément de choses différentes sur le net. Mais je dirais qu'il faut distinguer les films des images. Hein. Il faut distinguer le film du cinéma. Il faut distinguer aussi les films des images. C'est-à-dire que sur Internet, il y a une infinité d'images. Il n'y a peut-être pas beaucoup de films. Il suffit pas d'enregistrer des images pour faire un film. Et je dirais même que aucun artiste qui fait un film ne fait des images. Il utilise des images pour faire un film. De même qu'un peintre ne fait pas d'images. Il utilise des images éventuellement pour faire des peintures. Donc, je pense que dans l'histoire du film, les films amateurs, c'est extrêmement intéressant. Hein. C'est des objets qui sont très répertoriés, sur lesquels il y a eu énormément de travaux d'historiens. Mais je suis pas sûr que les images, le flux d'images qui passe sur le net, soit assimilable au cinéma amateur. Même s'il y a des choses qui sont repérables à l'intérieur de et qui peuvent produire des œuvres. Hein. Par exemple, Tricartine, qui était assez à la mode, qui utilise ça, hein, toute la rhétorique des images qui circulent sur le net, les incrustations, les montages ultra rapides, enfin il a vraiment essayé de dresser une syntaxe de ces images. Et à partir des images, il produit une œuvre. Mais je pense pas qu'on puisse considérer que toutes ces images qui circulent sur le net constituent des films. Mais uma última pergunta? Mais duas, mais três? Boa noite. Eu queria saber se o senhor acha que a gente está vivenciando um novo paradigma na história da arte. Na história da arte a gente está constantemente vivenciando novos paradigmas, mas um novo com relação a mistura da arte do uso da fotografia
com a música da imagem, com a música, quando o senhor fala da fotografia, anda junto com a música no século XXI, principalmente. Obrigada. Oui, clairement. Je pense qu'on est. Ce qui est certain, c'est qu'on est sorti de la période moderniste. On ne peut plus réfléchir dans les termes qui étaient ceux du formalisme moderniste. Alors après, où est-ce qu'on est ? Je ne sais pas très bien. On appelle une sorte de nébuleuse postmoderne, mais ça ne suffit pas. Il faudrait avoir des termes plus précis pour décrire la situation dans laquelle on est. Mais en tout cas, ce dont je suis certain, c'est que cette idée de la circulation entre les médiums est opérante. On voit très bien dans la production artistique contemporaine que non seulement les artistes passent très facilement d'un médium à un autre, mais en plus ils importent les techniques d'un médium dans un autre médium. Et ça, je pense que c'est une piste de réflexion intéressante, à la fois pour réfléchir sur les pratiques contemporaines, mais pour réfléchir rétrospectivement sur l'histoire de l'art, y compris sur l'histoire de l'art ancienne. Enfin, je suis pas sûr de répondre tout à fait à votre question. Olá, boa noite. Com relação à lógica do transfer, eu gostaria de saber como você olha o trabalho de cineastas como Stan Brakhage, Phil Solomon, Norman McLaren, onde eles trabalham diretamente sobre o filme, né? Eles pintam sobre o filme. E a segunda pergunta seria como você vê a questão da montagem nessa lógica do transfer, ou seja, em Ruttmann há uma presença de montagem na imagem. Seriam essas duas perguntas. Alors, le problème avec Brakhage, par exemple, c'est que lui, il se considérait comme un cinéaste absolu. C'est-à-dire, pour lui, ce qu'il fait, c'est du film et uniquement du film. Cela dit, le montage, par exemple, chez Brakhage, il a inventé cette chose magnifique qu'il a appelée le plastic cutting. C'est-à-dire le montage qui ne procédait plus à partir de la logique des figures, c'est-à-dire des champs contre champs, mais qui fonctionnait sur des raccords de couleurs ou de matière. C'est-à-dire qu'il y a une prise en charge de la plasticité du film. Alors, Brakhage se considère comme un cinéaste et uniquement comme un cinéaste. Simplement, il faut redéfinir ce que c'est qu'un cinéaste à ce moment-là. C'est-à-dire, le cinéaste, c'est un artiste qui intervient plastiquement sur son matériau. Alors, avec le plastic cutting ou avec la peinture sur pellicule, mais aussi avec des références littéraires, parce que Brakhage, il a quand même commencé par faire des films qu'il considérait comme des formes poétiques, notamment en utilisant la forme du monologue intérieur. Donc, je pense que c'est assez ambigu, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le film absolu pour Brakhage, c'est le contraire de cette idée du transfert de discipline à discipline, et en fait pas du tout. Ça marche plutôt de la même manière. Et donc vous parliez de Phil Solomon et de Norman McLaren. Ouais. Donc c'est trois cinéastes très 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 différents, mais chaque fois on peut trouver cette idée d'un. Bon, chez McLaren, ce serait l'idée du bricolage, je pense, la reprise des solutions bricolées pour produire des films, notamment quand il dessine sur la bande son, pour produire des bandes son bruitistes. Donc il inverse les relations du son et de l'image. Il utilise la bande optique pour comme un espace de dessin. Et puis, dans cette prise en charge du film non photographique, le renoncement à la prise de vue réelle, enfin il a fait de la prise de vue réelle aussi, mais quand il dessine des films, à ce moment il est obligé de réinventer le film sous des espèces graphiques, comme disait Kaganski. Mais vous aviez une deuxième question pour
Sur Rothman. Última terceira. Não, Oui, sur le montage. Sim, boa noite. Eu queria voltar um pouco aos filmes que você mostrou de Mark Lewis, um pouco fazendo uma diferença, uma distinção entre os dois primeiros, onde a câmera tem um movimento muito calmo, muito tranquilo. Acho que tanto nesses dois filmes, o September e March, sim. Nesses dois filmes e também nos trabalhos que ele está apresentando agora na Bienal de São Paulo, eu acho que é muito clara a escolha do artista por movimentos muito transparentes, poderíamos dizer. E no outro trabalho, que o final, aquele que faz a referência ao Ícaro, sendo que os movimentos da câmera são muito calculados, por assim dizer, há uma certa opacidade nos movimentos, não uma certa um movimento tosco. Não? Como você pode, e você fez também uma relação à pintura europeia nos dois primeiros e talvez na queda do Ícaro falou algo de uma relação com a representação do espaço nas pinturas ou gravuras orientais, se não me engano. Não sei se você poderia aprofundar um pouco nessa question. Oui, il y avait peut-être j'étais un petit peu les choses se superposaient un petit peu, mais je pense que à partir du premier film que j'ai montré de lui, de North Circular, il y a ce très long plan qui commence comme un plan fixe et qui avec la grue qui monte en avance, mouvement linéaire très très pur. Hein. Et à partir de ce moment, on voit comment dans son travail, avec ce travail de mouvement très calculé, le déplacement de la caméra se dissocie du contenu de l'image. Hein, il y a une sorte d'habitude, enfin dans toute l'histoire des images en mouvement telles qu'on a appris à les regarder, les mouvements de caméra servent à montrer. Ça sert à montrer une chose sous un jour, sous un angle ou sous un autre angle, à la contourner, enfin à la faire habiter le plan ou à la faire habiter le champ. Or, chez Mark Lewis, c'est pas ça du tout. Il prend une toile de fond et à la surface de la toile, il dessine avec sa caméra. Il dessine ou il peint, parce que dans la tradition chinoise, pas de différence entre la peinture et le dessin. Mais il me semble qu'on voit ça très bien dans Downtown, cette sorte de séparation entre l'arrière-plan, la toile de fond et puis le mouvement de caméra. Alors que traditionnellement, le mouvement de caméra est subordonné à ce qui est montré. Et là, c'est plus du tout le cas. Ça devient la surface sur laquelle les mouvements de caméra se mettent à glisser. Et le glissement des mouvements de caméra à la surface de l'image, puisque là c'est une image, servent à révéler quelque chose dans ces images, c'est-à-dire une profondeur picturale. Hein, et notamment, il revient obsessionnellement à ces modèles bruegéliens et aux modèles de la peinture flamande, qui ont été une vraie source d'inspiration pour lui. Alors, dans September, Algonquin Park September, il y a un travail sur l'esthétique du sublime, la peinture de la Hudson School. Dans Early March, c'est une sorte de remontée très très rigolote à l'intérieur de l'histoire de la peinture, et comme une leçon d'histoire de la peinture, et à l'envers, puisqu'on part vers le passé. Et puis Downtown, c'est film plus contemplatif, je dirais. Et maintenant, il a fait énormément de films ces dernières années qui sont dans cette veine contemplative et qui travaillent sur cette dissociation.
continuando ainda sobre os filmes do Mark Lewis, me chama a atenção porque parece que o que se desprende desses movimentos de câmera, pensando como eles são planejados, né, e a relação de naturalidade com que as coisas acontecem, né, isso me remete muito a uma cena, né, uma cena preparada, né, a uma certa teatralidade do real que aparece, né? Então eu fico pensando nessa, quando você fala em cena, se é disso que você está falando também. Non, pas vraiment, parce que là c'est très compliqué, parce que je pense que Derrida disait que l'histoire du théâtre en Occident s'était construite sur un refoulement de la scène, donc un oubli de la scène. Donc, et je pense que tous les films de Mark Lewis, ils sont extrêmement préparés. Hein. Tout est. Alors les mouvements de caméra sont calculés, mais tous les mouvements à l'intérieur du champ sont aussi très 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 préparés. Et quand il arrive à faire passer la barque sur le fleuve juste au moment où les nuages se dissipent, c'est juste hallucinant. Hein. Mais c'est toute cette préparation en fait ne sert pas à produire de la théâtralité, mais à produire de la peinture. Je saurais pas comment m'expliquer mieux. Pour produire de la théâtralité, il faudrait que comment dire, qu'il y ait un effet de transparence dans les images, et c'est pas du tout le cas quand ils montent les films à l'envers. Downtown Tillmanpan est monté à l'envers. S'ils le montent à l'envers, c'est pour empêcher l'effet d'adhésion aux images. C'est pour empêcher qu'on regarde les images comme si c'était un récit, précisément. Comme regarder un tableau à l'envers, hein. Ce qu'il fait d'ailleurs dans d'autres films, hein. Il met les images à l'envers. Donc je pense qu'il y a plutôt un parti pris d'antithéâtralité, hein, dans son travail, y compris dans sa manière de montrer ses films, puisqu'il les montre sur les cimaises, hein, sur les murs des galeries, exactement comme à la place des tableaux, hein. Donc je pense pas que le fait de préparer minutieusement ces films, de les mettre en scène, suffise à dire c'est de la théâtralité. Je crois pas. Bon, en fait, il travaille à dénaturaliser le plan. Hein. C'est pour ça qu'il les met tellement, il était tellement précis, tellement minutieux sur la préparation des films. Il enlève tout ce qu'il peut y avoir de références naturelles, c'est-à-dire d'illusions photographiques, hein, dans le film. Bom, gente, nós teremos que encerrar. Então, lembrando que no próximo sábado, dia 27, nós temos uma conferência extra do Philippe Alain Michaud sobre cinema e pirotecnia. Então, é uma conferência às 15 horas, com o lançamento do livro chamado Filme, por uma teoria expandida do cinema. E na próxima terça nós temos o Stefan Andriopoulos, também, né, com uma conferência sobre cinema e hipnose, a partir das análises do Caligari, do Mabuse e do Bernheim. E também com o lançamento de 2 livros, um chamado Possuídos e outro chamado Aparições Espectrais. Então, não deixem de vir e procurem chegar um pouquinho mais cedo para poder garantir um lugar. Agradeço imensamente a participação de vocês e parabenizo o Philippe Alain pela conferência. Obrigado.